Parmi toutes les planètes du système solaire, notre Terre est unique, car c'est la seule à avoir développé la vie. Mais que se passerait-il si nous avions une concurrente? Et si une deuxième Terre apparaissait de nulle part? Il y aurait alors deux scénarios différents. Le premier est la destruction des deux planètes. Le second a une fin inattendue, mais plutôt logique. Mais commençons par le scénario catastrophe. Une deuxième Terre, avec les mêmes conditions, ne pourrait exister que si elle recevait exactement la même quantité de lumière solaire que notre planète. L'orbite que suit notre Terre est idéale pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur solaire. Si nous étions un peu plus loin, la surface entière de notre planète ressemblerait à l'Antarctique. Et si la Terre était un peu plus proche du Soleil, nous vivrions tous dans un immense désert, peuplé de très rares êtres vivants. Donc, pour que la deuxième Terre soit identique à la nôtre, il faudrait qu'elle suive l'orbite de notre planète. Deux objets massifs peuvent exister à proximité l'un de l'autre. L'union de la Terre et de la Lune en est un excellent exemple. Mais si le deuxième objet était aussi lourd et massif que notre planète, il n'y aurait pas assez d'espace pour les deux. La gravité de deux Terres serait un énorme problème. Les deux mondes entreraient en collision car ils seraient tirés l'un vers l'autre. Ce processus durerait des centaines de millions d'années. À la fin, les deux planètes se transformeraient en un seul monde géant. Et leur reste volerait autour de la planète nouvellement formée, ressemblant aux anneaux de Saturne. Ou bien l'une des planètes pousserait l'autre hors de son orbite. Dans ce cas, l'une des terres se précipiterait vers le Soleil et se consumerait comme une allumette. Il est également important de se rappeler que la Terre se déplace à une vitesse de 105 000 km/h en permanence. C'est plus de 80 fois plus rapide que la vitesse du son. Et maintenant, imagine deux énormes planètes qui se dirigent l'une vers l'autre à une telle vitesse. Même un organisme microscopique vivant dans la bouche d'un volcan n'aurait aucune chance de survivre à la collision des deux terres. Même la Lune serait déchirée en morceaux par le souffle de l'explosion. Maintenant, imaginons que la jumelle de la Terre suive une autre orbite, quelque part entre Mars et la Terre. Même dans cette situation, la vie des humains changerait à jamais. À propos, la théorie selon laquelle la Terre pourrait avoir une jumelle est apparue il y a longtemps. Les scientifiques d'autrefois pensaient que la deuxième planète pouvait se cacher du côté opposé du Soleil. Grâce aux technologies modernes en astronomie, nous savons que cette théorie n'est pas fondée. Sinon, nos télescopes et autres équipements auraient déjà capté des signaux de cette planète. Les scientifiques étudient des objets spatiaux à des milliers d'années-lumière de nous. Ils auraient donc certainement remarqué un autre monde dans notre proche voisinage. Quoi qu'il en soit, imaginons que la deuxième Terre existe bel et bien et que nous l'ayons découvert récemment. L'ensemble du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique recevra immédiatement des centaines de milliards de dollars de financement. L'étude de la jumelle de la Terre deviendra un objectif prioritaire. Les experts avanceront des centaines d'hypothèses sur l'apparence de la deuxième Terre et sur ce qui s'y passe. La planète se trouve presque à la même distance du Soleil que nous. Cela signifie que le climat doit y être le même. Bientôt, les scientifiques découvrent que le sosie de la Terre a de l'eau liquide et des continents. Mais ils ne sont pas comme les nôtres. Leur forme et leur emplacement sont différents. Il est très probable que la vie y existe aussi. Mais quelle est son origine ? Il existe une hypothèse selon laquelle la vie sur notre planète est apparue grâce à des acides aminés apportés par une météorite. Il est très improbable que la même chose soit arrivée à un autre monde. La vie y est très probablement apparue de façon totalement différente. Peut-être que les poissons ne sont pas sortis de l'eau sur cette planète et que les premières créatures intelligentes sont apparues dans l'océan. Il pourrait s'agir d'amphibiens avec des écailles et des nageoires, ou de monstres ressemblant à des pieuvres avec d'énormes tentacules. Les poissons de la deuxième Terre ont pu sortir de l'eau et développer des membres. Mais s'ils n'aimaient pas marcher sur le sol, alors ce monde pourrait être habité par des hommes-oiseaux intelligents. Ou bien la vie pourrait avoir pris naissance dans les profondeurs du sol. L'évolution aurait alors créé des taupes humanoïdes ou des vers très développés. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques y envoient un rover. Une mission similaire a été un succès sur Mars. Alors il ne devrait pas y avoir de problème avec celle-ci. Les terriens attendent. Que va trouver le rover de l'autre côté ? Il faudra plusieurs années pour qu'il arrive là-bas. Étrangement, 2 jours après le lancement, il revient. Mais ce n'est pas notre sonde spatiale. Pendant tout ce temps, les habitants de la seconde Terre ont aussi observé notre planète. À un moment donné, ils ont aussi envoyé une sonde. Elle est faite des mêmes matériaux que les nôtres. Elle est équipée d'une caméra et d'un appareil d'enregistrement.
Mais les terriens sont inquiets car le rover ressemble à une araignée mécanique. Se peut-il que des tarentules géantes vivent dans ce monde? Les scientifiques comprennent que nous devons communiquer. Nous envoyons à nos visiteurs un signal radio contenant des informations sur notre civilisation. Ils captent ce message et envoient le leur. Il contient des inscriptions étranges qui ressemblent à du charabia. Les linguistes du monde entier essaient de les déchiffrer. Pendant ce temps, les astronomes envoient aux visiteurs un enregistrement de la parole humaine. Quelques jours plus tard, nos satellites captent un message de nos voisins de l'espace avec leur voix. Les scientifiques sont sur le point de diffuser l'enregistrement. Le monde entier retient son souffle. Et c'est un grognement. Un grognement terrible et absolument incompréhensible. Il comporte des pauses et un rythme inhabituel, mais il ne ressemble en rien à une parole humaine. La planète entière panique. Tout le monde se prépare à une invasion. Le plus important maintenant est de construire des boucliers pour protéger la planète. Personne ne peut décrypter les messages. Il est possible que nos voisins ne nous comprennent pas non plus. Les gens font une dernière tentative pour établir une forme de contact. Nous envoyons une vidéo pour expliquer à nos hôtes, à l'aide de gestes et de signes, que nous ne voulons que la paix et la collaboration. La réponse ne se fait pas attendre. Notre satellite reçoit leur fichier vidéo. Les scientifiques visionnent l'enregistrement et il est choquant. On y voit des dinosaures dans des combinaisons robotisées. La vie sur la deuxième Terre s'est développée de la même manière que sur notre planète. Mais la fameuse météorite colossale n'y est pas tombée. Au cours de millions d'années d'évolution, les dinosaures sont devenus conscients. Dans la vidéo, ils grognent et pointent avec leurs griffes l'image de notre Terre. Puis ils se mettent à grogner encore plus fort. Et, est-ce un rire? L'enregistrement se termine. Les terriens considèrent que c'est l'annonce de l'invasion. Plusieurs années se sont écoulées. Pendant ce temps, les scientifiques ont échangé plusieurs fois des messages avec les dinosaures. Et il semble que nous commencions à les comprendre. Il s'avère que les reptiles veulent aussi la paix. Ils disent que leur planète était autrefois habitée par des humanoïdes semblables aux humains, mais qu'une inondation massive les a anéantis. Les dinosaures ont réussi à survivre et à évoluer vers des êtres intelligents. Il faudra de nombreuses années avant que l'on ne pose le pied sur leur planète. Et lorsque cela arrivera, l'humanité se sentira soulagée en réalisant qu'elle n'est pas seule. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de vie intelligente sur la deuxième Terre? Ce serait une bonne nouvelle aussi. Nous saurions que nous avons un autre foyer à disposition. Peut-être commencerions-nous tout de suite à explorer la jumelle de la Terre ou à exploiter ses ressources pour réapprovisionner les nôtres. Dans tous les cas, nos vies ne changeraient pas immédiatement, car cette Terre serait trop éloignée de notre planète. Des dizaines de générations s'écouleraient avant que les gens ne commencent à s'installer sur la seconde Terre. Notre planète natale serait de plus en plus pauvre en ressources, alors tout le monde voudrait déménager vers le nouveau monde. Au début, seuls les plus riches seraient en mesure de le faire, mais avec le temps, les voyages dans l'espace deviendraient plus abordables. Les gens investiraient probablement beaucoup d'argent pour construire un véritable paradis sur la seconde Terre. Si cela arrivait, nous visiterions ce monde pendant nos vacances, pour respirer de l'air frais et profiter de la nature. Dans tous les cas, la population humaine augmenterait. Cela signifie que tôt ou tard, la deuxième Terre deviendrait aussi peuplée que la première. Et les gens commenceraient alors à chercher une nouvelle maison parmi les étoiles. À propos, si une forme de vie existait sur une planète similaire à la nôtre, elle ressemblerait probablement à des pieuvres. Il existe même une théorie selon laquelle les pieuvres sont arrivées sur Terre depuis un autre monde. Tout animal a plusieurs stades évolutifs de développement. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun, vieux d'il y a 5 à 6 millions d'années. En regardant encore plus loin, presque tous les mammifères ont évolué à partir d'un ancêtre qu'ils partageaient avec les reptiles. Chaque espèce a évolué pendant des millions d'années. Mais pas les pieuvres. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars devraient évoluer en pieuvres d'ici plusieurs millions d'années. Mais elles sont déjà là. De plus, les pieuvres sont incroyablement intelligentes. Leur code génétique est bien plus diversifié que celui des humains. Ce sont peut-être des visiteurs d'une autre planète semblable à la nôtre. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite.
Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement ? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon ? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante ? Surprise, surprise ! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas ? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens ? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans ? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas ? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine ? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste ? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares.
Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète ? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous ? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires ? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois, et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Allez, monte, nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou ? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète ? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus ? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude ? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus ?
Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel ? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre ? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre ? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de -60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein ? Mars est-elle habitable ? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau ? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes ? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire ? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions ? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète ? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire.
Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières.